le mot de la fin pour le président, pour 10 minutes. Président. Bien, bah écoutez, il y a des petites choses qui m'ont fait bien plaisir aujourd'hui. On a reposé un peu le contexte, le débat. On a redéfini en partie ce que c'était que l'inclusion. Ened, vous avez redéfini en quelque sorte ce que c'était que l'autodétermination, c'est-à-dire d'arrêter aussi de penser à la place des gens de l'autodétermination pour que ces personnes puissent bénéficier d'une inclusion. Et je sens un petit vent de révolte sur les différents intervenants. Et là aussi, ça me fait bien plaisir. On va y venir après. Alors, on a parlé du rapport de l'ONU. Je reprends un peu ce que vous disiez, M. Zrebi. En fait, c'était un prétexte pour notre secrétaire d'État de mettre en place sa politique inclusive. Ni plus ni moins. C'était pas d'aller chercher et de prendre en compte ce qui était préconisé, mais c'était bien ça. Vous disiez aussi, dans votre dernière publication sur les ASH, qu'en fait, les associations ne se mobilisent plus. Et je vous rejoins, monsieur. On était très contents, nous, dans le mouvement parental, et il faut le dire, et je l'ai dit au président, qu'on ait une secrétaire d'État directement reliée au Premier ministre. C'était grave. C'était grave. Sauf qu'on a mis 4 ans avant de s'apercevoir qu'elle vendait du rêve, et qu'elle ne tenait pas compte, qu'elle n'écoutait pas, qu'elle ne nous entendait pas, et au sens le plus large, les familles et les personnes, qu'elles soient auto-représentants ou pas, et qu'elle déroulait sa politique. Alors évidemment, je pourrais la faire un peu plus longue, mais il est important qu'on se mobilise. Et nous, dans le mouvement parental du Nord, on va le faire. On a déjà l'accord des présidents pour ça. Et on va se mobiliser. On va aller chercher les parents, pour le coup, sans solution, mais sans solution du tout. Et on va les faire témoigner. On va les faire témoigner devant nos politiques, conseil départemental et l'ARS. Parce que, in fine, l'ARS n'est pas seulement là pour faire descendre les informations, mais aussi pour les faire remonter. Et il faut qu'on arrête de prendre pour argent comptant le diktat des techniciens. De temps en temps, il faut oser leur dire non. Et c'est ce qu'on va faire, peut-être, ou certains d'entre vous, avec les CEPOM du conseil départemental. On peut aussi présenter un CEPOM déficitaire. De leur rappeler, comme vous disiez, qu'il y a quelques années, 60 ans, on était investi d'une mission de service public, et que s'il faut, il faut qu'on fasse savoir qu'on n'est plus capable de la remplir, cette mission. Donc, on va se mobiliser. On va se mobiliser, alors d'abord avec l'ORIAPS, puisqu'au mois de septembre, on va commencer à travailler ensemble justement sur l'état des lieux, le manque de place, etc. Et puis par rapport à ce que vous disiez, monsieur, ce que vous disiez par voie de presse, communiquer. Et on s'est aperçu, lorsque dans l'interréseau, on a, la manifestation de 7000 personnes, c'est nous, quoi. Et on s'est aperçu qu'en fait, lorsque on communiquait par voie de presse régionale, parce qu'on a acheté 2 encarts, ça n'intéresse pas le grand public. Le grand public s'en fout. Il faut le dire clairement. Donc, est-ce que c'est par le biais de manifestations à destination du grand public qu'on va arriver à faire entendre notre voix? Je ne pense pas. Donc, il va falloir qu'on se mobilise, et j'allais dire, osons. Osons se mobiliser, osons dire non aux politiques publiques, parce que si nous, on ne le fait pas, personne ne le fera. Et si personne ne le fait, ils seront confortés dans leur position qu'ils viennent de prendre, ou qu'ils vont prendre. Osons aussi nous mobiliser. Comme je le disais, osons présenter des budgets déficitaires. Et comme je le disais aussi, osons s'opposer aux techniciens des conseils départementaux et de l'ARS. Voilà. Je me souviens de l'ancienne mandature, lorsque les techniciens du conseil départemental essayaient d'imposer les choses, comme par exemple les 3 clauses qu'ils voulaient mettre dans les pénalités qu'ils voulaient mettre dans, j'ai oublié le nom, le billet trajectoire, etc. Et les politiques ne le savaient pas. Manarino ne le savait pas.
Donc voilà, à force de monter un petit peu, on s'est dit, bah ouais, non, c'est un peu con, quoi. Donc excusez-moi de parler comme ça. Donc, faites-le dans vos associations. Osez. Et nous, on va le faire. Nous, on va oser se mobiliser. On va oser aller chercher les parents pour revendiquer. Dans certains cas, et comme le disait le monsieur de l'association, on a l'impression de se retrouver 60 ans en arrière. Comme vous donniez des exemples, et je le disais en introduction, les familles sont en plein désarroi. Ils n'ont pas de solution. Il ne faut plus que la création de places soit un mot tabou et un sujet tabou. Attention dans ce que je dis, l'inclusion est toujours nécessaire. Mais attention avec qui, comme vous le disiez Annette. De toute façon, comme je l'ai dit en introduction, on commence à avoir des retours sur l'habitat inclusif, qui ne sont pas forcément bons, ou alors il faut que ça soit bien fait. Mais dans ce cas-là, ce n'est plus dans le cahier des charges. Et on a du retour aussi, comme vous l'aviez évoqué, sur, et moi je me vois au sein de la CDAPH, c'était une privée de joke, mais sur l'inclusion scolaire. Bon nombre aujourd'hui, et l'éducation nationale, comme vous le disiez, M. Cocheteux, demande des réorientations au niveau de la MDPH pour une orientation donc en IME. Bref, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Et bon, là, c'est les vacances. Moi, j'ai le feu vert des présidents de l'UD du Nord. On va se mobiliser. Sauf que je vois bien qu'il faut qu'on ne reste pas dans l'entre-soi et qu'on ouvre également sur les autres associations. Donc, on est le comité d'entente pour ça. Donc, par le biais du comité d'entente, on va commencer à en parler un petit peu. Et puis, on va aller chercher les autres associations. Il y a une association sur le Douaisis qui nous sollicite aussi pour des revendications. Donc, je suis sûr qu'autour de vous, sur vos territoires, vous avez ces associations-là. Donc, je m'adresse au président. Voilà, il faut jouer le jeu. Et pour les professionnels, allez, vous allez dépasser un peu votre rôle, parce que je vais vous demander de faire une action politique. C'est pas bien. Mais si, parce que c'est vous qui avez le plus de contact avec les parents. C'est vous qui voyez les parents quasiment au quotidien, ou une fois par semaine, ou une fois par mois. Faites-le savoir. Dites qu'ils revendiquent et qu'ils renvoient leurs questions ou ou s'ils veulent se mobiliser, qu'ils contactent les associations. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait y arriver. Je pense qu'on est reparti comme dans les années 60 et qu'on n'a pas voulu nous écouter. Et ben, il faut qu'on sache et il faut qu'on nous entende. Je vous remercie. Merci, monsieur Hoquet. Bernard, je vais te donner la parole, mais il y a peut-être d'autres personnes qui l'ont demandé. Une seconde, simplement. Oui, mais Bernard, attends, c'est moi qui... Non, 2 secondes. Tu auras la parole quand je la donnerai. Juste 2 secondes, il y a une demande de prise de parole avant. Merci Bernard, j'ai le micro. Est-ce qu'il y a des demandes de parole dans la salle? Ne dites pas, oui. Il n'y a plus qu'un seul micro, je suis obligé de marcher là. Cette fois, je comprends ma vie. Ça fera pas de mal. Alain Croix, président de la PUI de Denain. Je voulais juste dire que dans quelques jours, on se retrouvera à Montpellier pour le congrès de l'UNAPI. Je pense que c'est à ce moment-là également qu'il faudra monter au créneau. On aura peut-être la chance de voir le nouveau ministre dans nos murs à Montpellier. On verra bien. Mais je pense que c'est là aussi qu'il faut profiter pour fédérer, je dirais, ce mouvement parental national et pas simplement rester sur le Nord. Bien sûr. J'avais des contacts avec la Bretagne et les parents de Bretagne sont hyper remontés et ils n'attendent qu'une chose, une étincelle pour mettre le feu, pour revenir sur la personne. Mais lorsqu'on parlait d'inclusion et de redéfinition de l'inclusion, j'avais interpellé notre président pour lui dire il faut qu'on fasse notre mea culpa, quoi. Ça va faire la 5e année qu'on a un congrès sur l'inclusion. Il y en a assez, il y en a marre.
Donc si je peux prendre la parole et qu'on m'interdit pas de prendre la parole au congrès de l'UNES, je le ferai, comme d'habitude. Mais voilà, non, mais il faut que ça soit il faut qu'on fasse de concert. Évidemment, il faut le faire savoir. Et dans nos réunions Origani, sur l'avenir du mouvement, la structuration du mouvement, ça remonte tout ça. Hein. Alors, je vous donne la parole et après vous donnerez le micro à Bernard, puis on ira tous qui parlera. Oui, donc j'ai pas oublié encore. Madame, vous avez parlé des fautes politiques. Moi, je me demande, parce que je suis en train de négocier le CEPOM avec le conseil départemental, alors un CEPOM qui n'a de nom que CEPOM, parce que les objectifs, c'est les leurs, et les moyens, c'est les leurs. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et effectivement, je pense qu'il faut ça, que moi j'ai dit à mon directeur général, on va se battre, il faut que dans le CEPOM apparaissent nos objectifs à 5 ans, nos objectifs, nos besoins à 5 ans. Et ça, je pense que c'est peut-être une des fautes politiques aujourd'hui. On dit quand même que gouverner, c'est prévoir. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune prévision. Hein, on nous répond au niveau du CEPOM, ah, mais on attend via trajectoire pour savoir quels sont les besoins. Allez, via trajectoire, ça fait combien de temps qu'on en parle, monsieur Blanc-Bardeau? 10 ans 12 ans 15 ans, oui. Bon, donc c'est vraiment invraisemblable. Et je pense qu'on doit obliger les politiques à avoir une vision prospective, projective, pour dire, ben voilà, dans 5 ans, moi, ce que je voulais proposer dans mon CEPA, je dis, voilà, on a actuellement 15 amendements Creton, dans 5 ans, l'association aura trouvé une solution pour ces 15 amendements. Mais il nous faut ça. Et je pense que si on ne met pas ça en place, comme ça, on nous a dit, il n'y aura pas de moyens. Alors, il faut avancer. Oui, merci, parce que je pense qu'on a besoin d'études prospectives menées par nos soins. Ah oui, voilà, et non pas d'études prospectives menées par d'autres. C'est la question de l'observation sociale menée par nos propres associations, et l'URIOPS mène ce travail. Juste dire aussi que par rapport à cette observation sociale, nous sommes en train, on n'a pas parlé du tout de la perte d'attractivité des métiers, c'était pas le sujet, mais c'est quand même un vrai sujet. Parce que ce que nous vivons là et ce que les professionnels vivent crée une perte de sens. La question de la non-attractivité des métiers, c'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de sens. Et donc aujourd'hui, rendre du sens au métier, c'est aussi ce travail-là. Alors l'URIOPS engage une enquête là actuellement sur les perspectives, y compris en besoin de professionnels sur les échéances à 5 ans. Et c'est pas votre question sur la prospective qui fait que il faudrait que nous puissions réunir une question prospective sur les besoins pour les personnes et une question prospective sur les besoins professionnels. Mais quand on concerne les besoins des personnes, si je parle de l'autisme, il y a 3 ans, l'ARS a donné 250 000 € au Centre ressources autisme pour faire une étude prospective justement sur l'autisme. Cette étude a été faite, elle est sortie, on en a eu des miettes, ça a évidemment été mis sous boisson. On en a eu des miettes, c'est quand même honteux. Donc on sait les choses. Je pense que M. Omardo, vous pouvez dire que la MDPH a des connaissances quand même, c'est elle qui fait les orientations. Enfin, me dire que le département découvre qu'il y a des autistes dans le département, c'est quand même aberrant. Enfin, je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui un manque, enfin, c'est honteux, quoi. C'est honteux de ne rien faire, de ne pas regarder les choses en face et d'écouter les associations. On prend nos listes d'attente, mais tout le monde ici, on a des listes d'attente faramineuses. Hein, on a 150 familles en liste d'attente pour entrer en EM. Il faut 15 ans aujourd'hui. Quand je reçois une famille, je dis, madame, peut-être dans 15 ans, votre fils va rentrer chez nous. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment honteux. Bien, on a terminé. D'autres questions? Non? Très bien, écoutez... Ça vous a plu? Intéressé? Je vous propose quand même d'applaudir nos 4 intervenants, s'il vous plaît. Et on va laisser le mot pour montrer que Papillon Blanc sont ouverts. On laisse le mot à Autistes et Familles pour le mot de la fin. Par contre, vous ne donnez pas le micro à Bernard, s'il vous plaît. C'est juste une interrogation. Je voulais savoir, est-ce que des politiques ont été invités? Alors, avaient été invités. La réponse était oui. Donc, la réponse, je vais vous la donner telle qu'elle m'a été livrée. Comme ça, c'est pas le président qui va se faire engueuler. C'est que Madame Claire travaille, elle est éducatrice jeune enfant, donc elle a mi-temps. Elle a mi-temps vice-président du département, voilà. Et l'ARS a également été invitée, sauf que les fonctionnaires de l'ARS, parce qu'il y a des gens bien aussi, Anne Créqui en fait partie,
directrice de la DOMS, elle est en réserve, donc, du fait de la campagne préélectorale, donc elle n'a pas pu venir, elle s'est excusée, sinon elle serait venue. Voilà. Alors, c'est le Merci. vice-président du conseil départemental. Il va falloir que cette dame fasse des choix. Merci à tous et bon retour.